Bonjour à tous, vous êtes sur Crass Moto. Il y a 2 ans, j'ai diffusé une émission sur l'histoire des motoneiges. Dans ce reportage, j'ai seulement effleuré le sujet des aéroglisseurs. En travaillant sur ce sujet, j'ai rapidement compris que ce thème méritait une émission à part entière. Dans cette vidéo, je vous propose de parler des aéroglisseurs. Vous allez maintenant découvrir le type de machine, sa date et son créateur, ainsi que ses avantages et inconvénients. Comment ces appareils ont conquis le Groenland, la Nouvelle-Zambie et l'Antarctique, ainsi que comment les bataillons soviétiques d'aéroglisseurs faisaient d'Indé régner la terreur parmi les nazis pendant la Grande Guerre patriotique. Installez-vous, bon visionnage. Comme le veut la tradition, commençons par le début. Avant les aéroglisseurs, plusieurs inventions ont émergé. Moteur à combustion interne, hélice, propulseur, ski et traîneau. Sans ces éléments, la technologie abordée dans cet épisode n'aurait pas vu le jour. Les traîneaux et les skis sont l'une des inventions les plus anciennes de l'humanité. Et, sans doute, ils sont même plus anciens que la roue. Dans l'Antiquité, l'homme a constaté qu'en fixant 2 planches en pascodé à ses pieds, il se déplaçait bien plus vite sur la neige, surtout si elle dépassait un demi-mètre de profondeur. Les skis existaient déjà il y a 9000 ans, comme en témoignent les peintures rupestres découvertes au Canada, en Russie et dans les pays scandinaves. Les traîneaux sont apparus en même temps que les skis et semblent dériver des luges primitives. Ces objets facilitaient la vie de tous les peuples, vivant dans des régions où les hivers enneigés étaient longs et étaient longs. Cependant, les traîneaux servaient en fait aussi hors de la neige. Ils étaient efficaces sur le sable, la boue ou un tapis de mousse et de lichen. Par exemple, les traîneaux étaient utilisés dans l'Égypte ancienne. Et même lorsque la roue a révolutionné le domaine des transports, les traîneaux sont restés pendant longtemps un élément important du rituel funéraire en Égypte. Un rituel similaire existait également en Russie. Fait intéressant. Avant Pierre le Grand en Russie, les traîneaux étaient très utilisés comme moyen de transport, même l'été à cause des routes en mauvais état et de leur faible coût. Dans les marécages des gouvernorats d'Arkhangelsk, Vologda, Olonets et Kostroma, les traîneaux étaient utilisés en été jusqu'au début du XXe siècle. Et pendant tout ce temps, les traîneaux étaient tirés soit à la main, soit par des animaux domestiques, des chevaux, des chiens et ainsi de suite. On les attelle encore souvent aujourd'hui. La révolution industrielle du XIXe siècle a apporté à l'humanité l'invention du moteur à combustion interne, un appareil suffisamment compact et puissant pour faire avancer différents moyens de transport. L'intégration du moteur à combustion dans les traîneaux et son usage pour le déplacement n'était qu'une question de temps. Une autre invention clé ayant permis l'apparition des aéroglisseurs est l'hélice ou propulseur. Ce moteur à pales crée une poussée en projetant l'air vers l'arrière à grande vitesse. On affirme que l'idée de l'hélice remonte à l'invention d'Archimède. Un dessin de Léonard de Vinci représentant un prototype d'hélicoptère avec une hélice porteuse est bien connu. L'hélice ressemble encore à celle d'Archimède. En juillet 1754, Mikhaïl Lomonosov a démontré un modèle aérodynamique de propulseur. Sur ce modèle, les pales sont déjà aplaties, ce qui les rapproche de leur forme moderne. On suppose que Lomonosov s'est inspiré du jouet chinois pour enfants, l'hélicoptère en bambou. À la fin du XIXe siècle, l'hélice et la possibilité qu'elle offre de réaliser le premier vol d'un appareil plus lourd que l'air excite l'imagination des ingénieurs et des passionnés. Nombre d'entre eux travaillent en atelier et créent des prototypes censés pouvoir voler. Comme vous le savez, le premier vol a été réalisé le 17 décembre 1903 par les Américains, les frères Wilbur et Orville Wright. Mais avant ce vol, les hélices étaient déjà testées sur des bancs d'essai depuis plusieurs décennies afin de mesurer les paramètres de la poussée et de choisir les caractéristiques les plus appropriées pour l'hélice. L'un des scientifiques qui a travaillé dans ce domaine était Sergei Sergeyevitch Nejdanovski. Sergei Sergeyevitch est né à Moscou en 1850. En 1868, il a terminé la première gymnase de Moscou et en 1873 la faculté de physique et de mathématiques de l'université de Moscou.
Nejdanovski a consacré toute sa vie à la recherche et à l'invention dans le domaine de la mécanique appliquée et de l'aéronautique. Dans les années 1880, il a étudié la création d'appareils volants à réaction et, vers 1895, proposé plusieurs concepts originaux d'hélicoptères. Jusqu'en 1920, Sergueï Nejdanovski a longtemps collaboré avec Nikolai Egorovitch Joukovski. En hiver 1903-1904, Sergueï Sergueïevitch fut le premier à équiper un traîneau d'un moteur et d'une hélice dans le cadre de l'étude de la force motrice de l'hélice. Cependant, Nejdanovski a vite vu que son invention était aussi idéale pour se déplacer sur la neige. La construction a été brevetée, donnant naissance aux aéroglisseurs. Certaines sources attribuent la primauté à l'invention de Nejdanovski, qualifiant ces traîneaux de première motoneige au monde. D'autres préfèrent considérer comme telle la locomotive semi-chenillée d'Elvin Lombard, qui était utilisée pour le transport du bois. Cependant, cela fait l'objet de débats sur la question de savoir qui a construit la première motoneige. Sergueï Sergueïevitch Nejdansky a précisément conçu les premiers aérosani. Au cours des essais, Nejdansky a remarqué que la vitesse de son mécanisme expérimental variait fortement en fonction de l'état de la neige, de la température de l'air et d'autres conditions extérieures. Après avoir partagé ses observations à Nikolai Joukovski, il a étudié le glissement des patins sur la neige. Il a finalement trouvé des formules pour déterminer comment la résistance au mouvement sur la neige varie selon la charge et la position du centre de gravité. Ces conclusions ont permis de déterminer les dimensions et les paramètres optimaux des skis porteurs, et les données obtenues ont rapidement trouvé une large application dans la conception des aéroglisseurs. Après l'apparition, en 1904, des premiers aéroglisseurs au monde, Nejdanovski a vu apparaître des centaines de disciples. De nombreux ingénieurs et passionnés, dont Sikorsky et Lebedev, ont proposé leurs propres variantes de conception. L'idée d'utiliser cet appareil comme moyen de transport a séduit Yuli Alexandrovitch Meller, propriétaire de la grande usine moscovite DOUKS, où l'on fabriquait des vélos, des motos et des automobiles, et un peu plus tard, des avions. Yuli Meller possédait tout pour produire des aéroglisseurs, usines, équipements, personnel et surtout finances. Il a commencé par construire un démonstrateur technologique en 1907. C'était une construction primitive, un traîneau métallique sans direction ni frein, doté d'un moteur monocylindre de Dion-Bouton de 3,5 chevaux, mais il testait la possibilité de faire avancer l'engin qu'on pouvait diriger comme un traîneau d'enfance en freinant avec les pieds. Après les essais, ils ont installé un ski directionnel sur l'aérosan. Le deuxième traîneau construit était plus long et, apparemment, destiné à transporter 2 personnes. La motoneige atteignait une vitesse allant jusqu'à 16 km/h. Bien que l'idée de l'aérosan soit justifiée sous cette forme, elle n'avait aucune chance de succès commercial. De plus, la configuration avion surchargeait l'arrière des skis et allégeait l'avant avec le ski directeur. À cause de cela, les virages et les freinages de l'appareil étaient rendus difficiles. Ces traîneaux ont été présentés à l'exposition automobile de Moscou le 3 mai 1908. Peu après, Meller a créé les premiers aéroglisseurs produits en série, adoptant une configuration d'automobile. Le moteur de la société ENV, d'une puissance de 40 chevaux, était placé à l'avant et le couple était transmis à l'hélice par un arbre et une chaîne. Les sources donnent des informations différentes concernant l'année de construction. Certains affirment que cela s'est produit en 1909. Cependant, il est connu que les premiers essais de cette construction ont eu lieu en février 1911. Le Club impérial automobile de toute la Russie a organisé l'essai des traîneaux motorisés, auxquels ont aussi participé d'autres véhicules comme celui d'Adolphe Kégresse. Les aéroglisseurs, pilotés par Meller, ont parcouru 24 verstes en 46 minutes et gagné le premier prix. La vitesse moyenne était de 33,4 km/h. Le 7 février, Meller a présenté ses traîneaux à l'empereur Nicolas II, puis le 22, il les a conduits dans les rues de Saint-Pétersbourg. Beaucoup de sources rapportent que les aéroglisseurs DUGS étaient un produit en série et appréciés des acheteurs. Pourtant, il n'existe aucune preuve ni photo d'utilisateurs satisfaits de cette machine sur la neige. Il est donc probable que les traîneaux motorisés ne se soient pas vraiment vendus. En 1911, selon le schéma automobile de DUGS, l'entrepreneur Jeltoukov a construit ses propres aéroglisseurs.
Les aéroglisseurs de Jeltoukov avaient une structure simple, un cadre rectangulaire, moteur à l'avant, hélice propulsive à l'arrière. Les traîneaux avaient un moteur d'aviation Anzani de 15 chevaux. La principale caractéristique était le contrôle par changement du vecteur de poussée. Le gouvernail faisait pivoter l'hélice. Ainsi, Jeltoukov essayait d'augmenter la maniabilité des traîneaux. Il existait également une conception d'aérosanias de l'ingénieur Bourkovski, qui fut construit à Voronej en 1911. La même année, en 1911, Meller construisit un autre modèle d'aérosania avec un moteur Argus de 80 chevaux. Lors des essais à Moscou, cette construction atteignit une vitesse de 90 km/h. En février 1912, Yuli décida de se rendre en traîneau de Moscou à Saint-Pétersbourg, mais le trajet s'arrêta après 45 km. À cause du manque de neige, les traîneaux refusaient d'avancer dans la boue. Début 1913, Meller repartit à Saint-Pétersbourg sur l'aérocent DOUKS pour un concours de motoneige organisé par le ministère de la Guerre. Mais les dieux n'étaient pas favorables à l'entrepreneur moscovite. Le premier jour, le radiateur est tombé en panne, puis à 75 km/h le lendemain, un ressort à lame a cassé sur une bosse. Le directeur de l'usine lui-même est retourné à Moscou, tandis que le mécanicien, après les réparations, a tout de même atteint Saint-Pétersbourg. À l'exposition et lors des démonstrations, il y avait également des aéroglisseurs conçus par Igor Igorovitch Sikorsky, fabriqués par l'usine Roussobal. L'entrepreneur estonien Una Pokart a contribué au développement des aéroglisseurs. À Viljandi, elle dirigeait l'usine Una Pokart Maschinenfabrik, produisant divers équipements pour l'agriculture locale. Mais l'âme de l'ingénieur estonien rêvait de voler, et en 1911, il construisit un appareil original pour se déplacer sur neige et glace. Les aéroglisseurs de Pokart étaient les plus originaux et les mieux fabriqués parmi tous les modèles de ce type de machines construits à cette époque. Le monoski mesurait environ 7,5 mètres et possédait un moteur Anzani 3 cylindres. Malgré sa position, il avait une hélice tractrice. Évidemment, la sécurité avec une telle position d'hélice n'était pas simple. Seule la force de caractère des gens du début du XXe siècle leur permettait de s'asseoir sur le deuxième siège moteur en marche. Les aérosani étaient dirigés à l'aide d'un ski-gouvernail arrière. Le 16 novembre 1911, la première course a eu lieu sur le lac Viljandi. Les traîneaux ont atteint 30 km/h. Après une brève réparation du moteur, un raid a eu lieu le long du lac le lendemain. Le correspondant du journal Felin Hanzaiga a rapporté que 4 personnes étaient sur le traîneau à 70 km/h sur la glace et la neige. On ne sait pas comment ils se sont tous installés là. Bref. Après une démonstration aussi spectaculaire, Pokart a vendu un des traîneaux au propriétaire terrien local du domaine de Rudja. Comme l'a rapporté la presse à l'époque, malgré les démonstrations réussies des des aéroglisseurs début 1913, l'intérêt pour eux avait déjà diminué. Meller à l'usine DUGS et Sikorsky à la section aéronautique RBVZ se sont concentrés sur les avions. L'apparition des premiers aéroglisseurs de série peut être attribuée à l'année 1912, lorsque l'usine Russobalt a commencé la construction d'une série d'aéroglisseurs de transport commandés par le département militaire. Au début des années 1910, les véhicules à neige ont aussi suscité l'intérêt en France, Autriche, Allemagne et Scandinavie. Et parlons un peu plus en détail de ce qui se passait à l'étranger. Et là-bas, des choses assez similaires se produisaient en terre. Le progrès technique pousse les gens à construire toutes sortes de choses. Certains conçoivent des automobiles et des motos, d'autres s'intéressent à l'aviation, et ainsi de suite. L'idée d'utiliser une hélice comme moteur pour un véhicule terrestre existait déjà en Europe à la fin du XIXe siècle. La construction la plus ancienne que j'ai pu trouver est cette aérovoiture construite en 1903 en France selon le projet du capitaine Louis-Ferdinand Ferber. Ferdinand Ferber a eu une énorme influence sur le développement de l'aviation française et, pour tester les caractéristiques de traction des hélices, il a construit plus d'un tel véhicule. Nous n'allons pas approfondir la niche des aéromobiles, dont un assez grand nombre ont été construits au cours des décennies suivantes. Nous laisserons cela pour un épisode séparé. Sur fond de toutes ces expériences avec des hélices, plusieurs ingénieurs ont eu l'idée tout à fait logique de combiner un traîneau, un moteur et une hélice. D'autant plus qu'il existe déjà plusieurs exemples réussis provenant de l'Empire russe. Cependant, il y a une nuance. En Europe, personne ne considérait l'aérosane comme un moyen de transport demandé. Souvenez-vous du cours de géographie.
Ou, en Europe, la neige reste-t-elle au sol plusieurs mois? Peu d'endroits sont ainsi. Les pays scandinaves, Finlande, Suède, Norvège et certaines chaînes de montagnes, surtout les Alpes et les Carpates. Les aéroglisseurs sont des moyens de transport assez spécifiques, qui nécessitent un certain nombre de conditions pour se déplacer. Tout d'abord, il faut de grands espaces ouverts pour manœuvrer efficacement. Il sera pratiquement impossible de traverser une forêt dense avec de tels traîneaux, et rouler sur une route sinueuse n'est pas non plus un grand plaisir. Deuxièmement, les aéroglisseurs préfèrent en laisser relever les terrains plats. Oui, ils peuvent monter des pentes, mais seulement si l'inclinaison est trop faible. Donc, l'utilisation de ce type de véhicule en montagne est limitée. Et maintenant, en ayant clarifié un peu la spécificité, il devient clair pourquoi les ingénieurs européens considéraient les aéroglisseurs avant tout comme des véhicules pour différents types d'expéditions arctiques et antarctiques. Pour élargir l'usage de cette technologie et attirer les amateurs d'automobiles, les ingénieurs proposaient des versions à roues, des aéromobiles et des modèles combinés avec roues et skis. Les premiers étaient proposés comme alternative à la conception classique de l'automobile, mais leur utilisation en circulation urbaine intense reste très douteuse. La question portait sur la sécurité. Très vite, ces voitures, s'entendant, ont reçu un carénage pour protéger la personne des blessures. Mais ce carénage n'avait aucun effet sur le fait que la voiture à hélice soufflait tout sur son passage. La poussière, les feuilles et les petits cailloux étaient transformés en sorte de projectiles. Les constructions les plus folles de ce genre étaient cette aéromoto ou, par exemple, une série d'aérovagons qui ont été créés en Russie et en Allemagne. Dans l'ancien monde, plusieurs modèles d'aéroglisseurs ont été construits, et examinons-en quelques-uns. Une page très intéressante du développement technologique a été les vols gelés de Douglas Mawson. L'histoire de cet aérotracteur a commencé en 1910, lorsque Douglas Mawson, un Australien, l'un des membres de la première expédition de Shackleton en Antarctique, en 1907-1909 planifiait l'expédition antarctique australienne qui devait débuter en 1911. Mawson avait besoin de l'avion pour la reconnaissance et les opérations de sauvetage. L'expédition visait à cartographier le littoral antarctique du secteur australien. Il devait s'agir du premier avion en Antarctique, et cela faisait partie de la promotion de l'expédition. Le premier vol en Antarctique. Mawson est parti en Grande-Bretagne où il a acheté un avion Vickers, lors d'un vol de démonstration à Adélaïde le 5 octobre 1911. L'avion s'est écrasé au sol, le pilote et le passager ont survécu par miracle, mais le Vickers était irréparable. C'était un échec. Douglas Mawson a raisonné de la manière suivante. Cette machine ne pouvant plus voler, utilisons-la pour rouler sur la glace. Tout le revêtement et les ailes ont été retirés de l'avion, qui est ainsi arrivé dépouillé en Antarctique. Là-bas, après l'installation du camp de base, l'ingénieur mécanicien Frank Bickerton commence la réparation et la transformation de l'aérosane. Et la tâche la plus difficile s'est avérée être la conception des freins. Oui, c'est le talon d'Achille de tous les aéroglisseurs. Le 15 novembre 1912, l'avion traîneau a été testé entre le camp de base et le dépôt de ravitaillement établi sur le plateau du Cap Denison. Les essais ont montré que l'aéroglisseur atteignait régulièrement une vitesse de 32 km à l'heure et tirait avec succès 4 remorques. Lors d'une expédition, le moteur a dysfonctionné, forçant les explorateurs polaires à abandonner l'aérotracteur. L'aéroglisseur a ensuite été ramené au camp de base. À la fin de l'expédition de Douglas Mawson, les explorateurs ont rapporté moteur et hélice en Australie, laissant le châssis dans les glaces du 6e continent. Cette construction d'aéroglisseur est liée à l'ingénieur roumain Henri Coanda. Le 30 octobre 1910, lors du 2e Salon international de l'aéronautique de Paris, un avion sans hélice a été présenté. Du moins, c'est ainsi que cela semblait. Sous le capot du carénage, avant se trouvait une turbine, entraînée par un moteur à combustion interne. C'est ainsi en fait que la poussée était générée. L'avion de Coanda a été construit à l'usine Caproni en Italie. Et son premier et unique vol a eu lieu en France. D'ailleurs, ce vol s'est terminé par un accident. La même année, en 1910, le 2 décembre, des photos d'aéroskis équipés du propulseur de Coanda ont été présentées. Les traîneaux ont été construits à l'usine d'Espoujol, qui fabriquait des barques et des canots légers en contreplaqué. Les aéroskis de Coanda étaient équipés d'un moteur Grégoire de 30 chevaux. À partir du 3 décembre, ces traîneaux ont été exposés pendant 2 semaines au 12e Salon automobile de Paris, sur le stand Grégoire, aux côtés des voitures et des moteurs. La publicité annonçait une vitesse de 100 km à l'heure sur la neige pour la machine.
En 1912, le comte français Bertrand-Marie de Lesseps a construit un aéroglisseur. Après sa carrière sportive, Bertrand et ses frères Jacques et Paul se sont passionnés pour l'aviation, dont il est devenu un fervent promoteur. En 1912, de nombreux innovateurs et promoteurs étaient déjà dans le ciel. De Lesseps a envisagé sa passion sous un autre angle. Et en 1912, lors du Salon automobile de Bruxelles, il présente une petite voiture monoplace à 4 roues avec un moteur à hélice. Sur l'aéromobile de Lesseps, l'arbre du moteur de 30 chevaux longeait la voiture sous le plancher, entraînant par une chaîne l'arbre du système Philippi. Bertrand comprit rapidement que la voiture n'était pas adaptée à la circulation sur les routes publiques. Et à peu près à la même époque, il apprit qu'en hiver 1913, des compétitions de motoneige auraient lieu dans la capitale de la Russie. De Lesseps transforma sa création en aéroglisseur, après avoir testé une version combinée. Heureusement pour cela, il suffisait simplement de remettre les roues en place sans même retirer les skis. Sous cette forme, l'aéromobile pouvait être transporté jusqu'à son lieu d'utilisation, comme des traîneaux par exemple, à Saint-Pétersbourg. À Lyon-sur-Roue, une vitesse de 92 km/h a été atteinte sur la piste de course. La machine a ensuite été installée sur une barge de 270 tonnes pour tester le groupe hélice moteur comme propulseur du navire. La barge avançait lentement mais sûrement sur la rivière. À Saint-Pétersbourg, les traîneaux de Lesseps ont rivalisé avec ceux de Sikorsky, de Meller et l'automobile de Kégresse à Chenilles. L'histoire ultérieure des traîneaux de Lesseps reste inconnue, mais techniquement, c'était l'un des aérosani les plus avancés de l'époque. Au début de la guerre, Bertrand de Lesseps lui-même sont partis au front et est mort en 1918, 3 jours avant le début de l'armistice. En 1913, René Legrand a exposé un aérotraîneau léger à 3 skis. Un moteur bicylindre en V entraînait une hélice d'aviation bipale placée à l'avant. La direction de l'aérotraîneau se faisait en tournant le ski arrière unique. L'hélice n'était protégée par rien, et sa position à l'avant procurait au pilote de l'aérotraîneau un maximum d'inconfort. En janvier 1914, Legrand a utilisé sa luge pour des missions de liaison entre les garnisons des forteresses alpines. C'est là qu'Ernest Shackleton est venu faire connaissance avec la machine qu'il envisageait d'utiliser lors de sa deuxième expédition. Dans les montagnes, les 3 patins porteurs ont été doublés, mais les aéroglisseurs restaient trop légers et fragiles pour autre chose que le service postal. Les travaux de Legrand ont été remarqués et, à l'été 1914, il a construit avec la société Breguet des modèles plus grands. Les aéroglisseurs Breguet-Legrand suivaient le schéma de Sikorsky. Cette technique fut la dernière tentative des Français de créer un moyen de transport distinct pour les espaces enneigés en France. La Première Guerre mondiale a éclaté et les Français n'avaient plus le temps pour des expériences dans les Alpes. Comme la Suisse était neutre et que l'Italie était soudainement devenue une alliée, on ne s'attendait pas à une guerre dans les montagnes et la neige. Ainsi, les véhicules de combat n'étaient pas nécessaires. Le développement des aéroglisseurs en Allemagne impériale s'appuie sur des photos et la figure marquante de Hindenburg. Voici une photographie datée de 1911 qui a été publiée dans le magazine Spiegel. Elle montre de simples traîneaux en bois propulsés par une hélice qui, très probablement, tout comme les aéroglisseurs russes de Nejdanovski ou Sikorsky, étaient destinés à tester les hélices. Les premiers véritables aéroglisseurs allemands ont été présentés au Salon automobile de Berlin fin 1911, un événement relayé mondialement par le magazine américain Popular Mechanics, en janvier 1912, qui les a mis en une. L'élan pour développer la conception des traîneaux en Allemagne a été donné par Hindenburg, et la préparation à la guerre, notamment durant l'hiver 1914-1915, il a inspecté des traîneaux blindés quelque part en Prusse orientale, peut-être dans la forteresse de Boyen, où cette photo assez célèbre a été prise. Ces traîneaux allemands ont été les premiers à recevoir une mitrailleuse montée au centre du véhicule. Les aérosani fabriqués pouvaient être en fines plaques de blindage ou d'acier non blindé. Le moteur était situé à l'arrière. La luge était dirigée à l'aide d'une paire de petits tons skis situés à l'avant. L'écartement des skis principaux porteurs était plus large, ce qui assurait une plus grande stabilité. Les ingénieurs allemands ont étudié en détail la conception de la luge, prévoyant un train roulant à roues pour la déplacer hors neige. Aucune production en série de cette technique n'est mentionnée.
Il est probable que ces luges aient été fabriquées en 1 ou 2 exemplaires pour des essais. Puisque nous avons parlé de la Première Guerre mondiale, il faut noter que l'Empire russe a le mieux utilisé les aéroglisseurs. Dès l'hiver 1914-15, ces traîneaux étaient utilisés pour la reconnaissance, la liaison et d'autres missions opérationnelles du commandement. La participation des motoneiges au combat a été si réussie qu'à la mi-1915, l'Union panrusse des Zemstvo, chargée de l'approvisionnement de l'armée, a reçu l'ordre de lancer la production d'aéroglisseurs de transport pour les besoins du front. En hiver, sous la direction du professeur Nikolai Romanovitch Briling et avec les ingénieurs Kouzine et Arkhangelski, le département automobile de l'Union panrusse des Zemstvos a conçu et construit 24 aéroglisseurs dans ses ateliers. Certains traîneaux avaient un pot des mitrailleuses, d'autres servaient au transport des blessés. Cette technique, utilisée sur le front, a prouvé son efficacité pour répondre aux besoins militaires, assurer la liaison, le transport de munitions et d'autres tâches logistiques. Après la Révolution d'octobre, durant la guerre civile, l'Armée rouge utilisa plusieurs aéroglisseurs construits au département automobile du Vyzetes. Les interventionnistes en employaient aussi. En Extrême-Orient, les Japonais les utilisaient, au nord les Anglais et en Sibérie les partisans de Koltchak. Durant le hiver 1918-1919, face à la dégradation du transport ferroviaire, l'Armée rouge a particulièrement ressenti le besoin de véhicules tout-terrain. L'un des projets les plus réussis a été proposé par l'ingénieur Kouzine. Une commission avec Zhukovsky, Vichinkin, Stechkin et Tupolev a été formée pour évaluer cette machine. À l'issue de la réunion de la commission, il s'est avéré que c'était précisément cette technologie qui manquait aux jeunes pays des soviets. C'est ainsi que sont apparus les premiers aéroglisseurs de série de l'Union soviétique, et ils s'appelaient BK. Dans les anciennes sources, on peut trouver une variante du nom qui se lit comme la transcription de ces 2 lettres. BK, cela signifiait traîneau de la conception de Briling-Kouzine. Le comité Compass a été créé pour le développement et la production, et l'usine DOUGS a lancé la fabrication de ces aéroglisseurs. Les BK étaient dotés d'un moteur Hall-Scott de 125 chevaux refroidi par eau. Au total, 9 aéroglisseurs BK ont été construits jusqu'en mai 1920. Le 10e exemplaire a été créé l'hiver suivant. Les essais des traîneaux pour l'armée rouge des ouvriers et paysans ont prouvé leur aptitude à traverser neige et boue gelée. La vitesse moyenne du parcours dans la région de Moscou, sur une distance de 50 verstes, soit 53 km et 340 mètres, était de 28 km à l'heure. Après la fin de la guerre civile, la production des aéroglisseurs s'est poursuivie. Sur ces constructions ont travaillé Briling, Zhukovsky, Tuparev, Arkhangelski et de nombreux autres ingénieurs et concepteurs talentueux. Sur cette photo, vous voyez les traîneaux Arb conçus par Arkhangelski et Stechkin en 1920. Nami a aussi maîtrisé la production de traîneaux. Entre 1920 et 1921, les ingénieurs Karelski, Klimov et Christie ont construit les aéroglisseurs 3K. Le nom était dû au fait que les noms de famille des 3 concepteurs commençaient par la lettre K. Les aéroglisseurs 3K ont pris part aux premiers essais sur les parcours Moscou-Serguiev-Posad, 140 km, et Moscou-Tver, en 340 km. Ces parcours ont montré tous les avantages et les inconvénients des aéroglisseurs de différentes conceptions. En parallèle, les 3K ont été très fiables et ont parcouru tout l'itinéraire sans problème. Contrairement à Sagi qui utilisait du duralumine au Nami, la pénurie poussait à limiter l'usage des métaux non ferreux. Ainsi, lors du développement des motoneiges au Nami, la préférence allait généralement aux constructions tout bois ou mixtes, sauf rares exceptions. Au laboratoire, puis au département, divers aérosans des marques NR, B, KAS et modèles Nami 36 ont été construits et testés. Ils ont participé aux courses de 1924, 1926 et 1927 avec ceux de Sagi et d'autres. Sur la base des données expérimentales obtenues et de l'examen des résultats des courses, les constructions étaient perfectionnées et des plans révisés étaient produits. Pour fabriquer les premiers traîneaux Nami, on utilisait surtout des moteurs invendables ou usagés, alors que de nombreux moteurs d'avions obsolètes étaient stockés dans les entrepôts.
Les plus appropriés ont été jugés les moteurs en étoile à 9 cylindres Salmson, d'une puissance de 150 et 160 chevaux, les moteurs en ligne à 6 cylindres Hall Scott de 125 chevaux et le 8 cylindres Hispano de 150 chevaux. Tupolev, influencé par Joukovski, décida de se consacrer à l'aviation, convaincu du grand avenir des avions tout en métal. Cependant, ces théories demandaient encore approfondissement et vérification. Et c'est précisément le processus de création des aéroglisseurs qui a permis à Tupolev de vérifier en pratique les principes d'utilisation des métaux dans la construction aéronautique. Les traîneaux ANT, fabriqués en 1920, avaient une carrosserie bois-métal, un moteur Anzani de 38 chevaux de Bristol et transportait pendant 2 personnes. La ANT-2, un autre modèle d'aéroglisseur, était plus grand et conçu pour 5 personnes. Doté d'un moteur Clerget de 115 chevaux, il pesait 680 kg et transportait 480 kg de charge. En février 1923, les traîneaux ANT-3 étaient prêtes, marquant ainsi une nouvelle étape dans le développement de la construction d'aéroglisseurs nationales. Ce furent les premiers traîneaux du pays des Soviets à posséder une carrosserie entièrement métallique en aluminium. La carrosserie avait une forme profilée et pouvait accueillir 3 personnes. Le conducteur était à l'avant dans la partie ouverte de la carrosserie, protégé du vent de face par un petit pare-soleil transparent au-dessus du tableau de bord. 2 passagers étaient installés dans la cabine fermée. Une moteur rotatif d'aviation Gnome Rhône d'une puissance de 80 chevaux était utilisée sur l'Aérosan. À partir de l'Aérosan ANT, toutes les constructions ANT suivantes étaient dotées d'une carrosserie entièrement métallique et d'un train d'atterrissage à 3 patins. En janvier 1924, la construction de 2 modèles a pu être achevée simultanément, le ANT 4-5 places et le ANT 5-3 places. Les 2 modèles étaient propulsés par des moteurs de 100 chevaux. Le ANT 4 était équipé d'un moteur M11 conçu par Mikulin, tandis que le ANT 5 utilisait un moteur Lucifer de la société Bristol. Après les essais d'état, le ANT-4 et le ANT-5 furent lancés en production en série à l'usine de Kolchougino en 1926, puis à Leningrad en 1933. Le modèle ANT-4 a été exposé à l'exposition internationale de Berlin en 1928. En hiver 1929-30, la première ligne postale expérimentale reliant Tcheboksary et Kanach a été mise en service, utilisant des aéroglisseurs. Pour janvier-février 1930, sur l'ANT, 4 équipés d'un moteur Lucifer, 5260 km ont été parcourus, 244 passagers transportés et 1132 kg de marchandises livrées. La distance de Tcheboksary à Kanach, soit environ 70 km, était parcourue par les aéroglisseurs en 2 jours, au lieu des 10 à 12 heures nécessaires au transport hippomobile. Les ANT-5 ont pris part à l'expédition du géologue Mikhail Mikhailovitch Ermolaïev à Novaya Zemlya en 1932-33. Les scientifiques soviétiques comptaient organiser des liaisons entre les bases à l'aide des aéroglisseurs. Personne n'était gêné que l'ANT-5 ait un cockpit ouvert. En 1937, nos compatriotes ont même atteint le pôle à bord d'un R6 à cockpit ouvert, sans problème. Le fait que la carrosserie étroite en duralumine n'accueille que le conducteur, 2 passagers et un peu de fret n'était pas non plus un problème. L'Aérosan a toutefois traversé l'île 2 fois sur la ligne Rouskaya-Gavambe du Bonheur et suivi l'axe de la calotte glaciaire. Il y a eu des pannes, mais elles ont toujours été réparées. Une fois, Yermolaïev a dû traverser la calotte glaciaire de la Nouvelle-Zamble à cause d'une panne de l'aérosonde. Après l'expédition, l'utilisation des traîneaux a été jugée réussie et les ANT-5 remis à l'expédition géologique d'Obrouchev pour la Tchoukotka. Une adaptation cinématographique de l'expédition d'Yermolaïev a ensuite été réalisée sous le titre « Les 7 courageux », sorti en 1936. Ce film a ensuite provoqué une certaine confusion. Beaucoup d'historiens pensaient qu'on ne savait que Yermolaïev disposait de ANT 4 plus modernes, avec une cabine passager fermée, comme on peut en voir dans ce film. Jusqu'en 1939, plus de 20 modèles d'aéroskis ont été créés en Union des républiques socialistes soviétiques. Plusieurs modèles ont été conçus au département de construction de glisseurs et d'aéroskis en 1932. En 1934, cette organisation a été transformée en une usine spécialisée, produisant en série des machines de la marque NKL selon le projet du concepteur en chef Andreev.
Les plus connus sont le NKL-6, production en 1934, le NKL-16, 1937, et le NKL-26, série des 1942. Fin 1935, l'usine Krasny Metalist de Gorki, dirigée par le concepteur Wescielowski, a lancé la production des aéroglisseurs KM4. En 1936, un prototype d'aéroglisseur arriva à Moscou, où l'Armée rouge, le commissariat du peuple aux affaires intérieures et le commissariat aux communications menèrent des essais d'État. Le KM4 fut jugé apte comme véhicule sanitaire, passager et pour les aérodromes, mais non recommandé pour l'expédition. En conséquence, les aéroglisseurs ont été adoptés pour la production en série. Dans les années 30, en Union des républiques socialistes soviétiques, de nombreux aéroglisseurs étaient conçus en version transport, sanitaire, avec brancard, dans une carrosserie fermée pour le personnel médical, ou de combat. Une mitrailleuse était montée sur une tourelle pivotante des traîneaux. L'Armée rouge utilisait largement les motoneiges à hélice lors des combats, surtout durant la guerre soviéto-finlandaise de 1939-1940. Différents modèles d'aéroglisseurs Tupolev étaient utilisés, principalement LANT-4 ainsi que les traîneaux NKL-6. Ces derniers, équipés d'une mitrailleuse montée sur une tourelle pivotante, participaient aux opérations de combat, patrouillaient les zones ouvertes du front et assuraient l'essence et la protection des installations. Grâce à leur grande vitesse et à leur bonne maniabilité, ces véhicules de combat étaient très efficaces pour repérer les positions de tir ennemies et corriger le tir de l'artillerie. Ils servaient aussi aux communications opérationnelles, au transport de munitions et vivres. Ensuite, la NKL-38 de commandement a été adoptée. Après elle, les aéroglisseurs de transport NKL-12 ont été utilisés pour les travaux de terrain. Ces plateformes aériennes servaient au transport de carburant en fût, à la livraison de moteurs d'avions et d'autres équipements aux avions. La Grande Guerre patriotique a forcé à intensifier les travaux sur la création de nouveaux modèles d'aéroglisseurs. Dès fin juin 1941, selon la mission du Conseil du Travail et de la Défense pour préparer l'Armée rouge à l'hiver, l'industrie devait développer et produire en série des aéroglisseurs de combat et de transport fiables pour le début de l'hiver. Parallèlement, une direction spéciale de l'Armée rouge a été créée au sein des troupes blindées, chargée de tout le travail organisationnel et de l'approvisionnement des unités spéciales de combat et de transport en aéroglisseurs. L'affaire a pris une telle ampleur que, la même année, les premiers bataillons d'aéroglisseurs ont été formés pour accomplir d'importantes missions confiées par le commandement. Sous la direction d'Andreïev et Wescielowski, la production des nouveaux traîneaux de combat NKL-26 et RF-8 a débuté, ainsi que des modèles de transport NKL-1641 et plus tard NKL-1642. Les NKL-26 présentaient même une conception particulièrement intéressante. Une plaque de blindage de 10 mm protégeait des balles et éclats frontaux. Les deux paires de skis étaient directionnels, ce qui assurait une excellente maniabilité de l'engin. Arrivés dans l'armée active fin décembre 1941 et janvier 1942, ces véhicules étaient regroupés en bataillons de combat et de transport. Les aéroglisseurs lourds de débarquement aéroglisseurs sur coussin d'air de débarquement 400, imaginés par l'ingénieur Alexei Beskourenkov, étaient une conception intéressante. Alexei s'est passionné pour ces machines dès sa jeunesse. Après avoir vu des aéroglisseurs à Moscou au début des années 1920, il en construit ses premiers avec ses camarades en 1925. Dès 1929, il est embauché à l'OSGA. Beskourenkov a contribué à la construction des traîneaux OSGA-2 lors des expéditions polaires. Cette technique s'est montrée excellente, établissant même un record de vitesse avec 112 km/h pour les aéroglisseurs. Au début de la guerre, l'équipe de concepteurs dirigée par Beskourenkov reçoit une mission gouvernementale. Concevoir en un temps record de puissants aéroglisseurs de 25 places, qui pourraient, dans des conditions hivernales difficiles, transporter non seulement des personnes, mais aussi toutes sortes de marchandises. La mission a été accomplie. Les aéroglisseurs sur coussin d'air de débarquement, 400 dotés d'un moteur M22 de 400 chevaux, ont été construits et ont montré de bonnes performances. Une autre construction intéressante, mais restée sans suite, était le char des neiges TSKB 50 construit à Leningrad. Le TSKB a été chargé de construire des aéroglisseurs lourds d'environ 3,5 tonnes. Le projet nommé 02SS n'a pas pu respecter les limites de poids lors de sa conception. Les traîneaux expérimentaux construits en 1941 pesaient 4,7 tonnes. Ils étaient également extrêmement coûteux. Ils coûtaient 100 plus cher qu'un char T-50.
Lors des essais, ils se sont révélés très décevants. Ils étaient vraiment difficiles à manœuvrer et le moteur de 860 chevaux n'était pas suffisant pour franchir de petites pentes. Finalement, le projet a été abandonné. Ce sont les constructions légères de traîneaux qui se sont révélées les plus efficaces au combat. En plus de cela, une mitrailleuse était installée sur les traîneaux en tant qu'arme de soutien. Et ils transportaient un petit nombre d'infanterie, assez souvent à l'aide de câbles. Ils remorquaient derrière eux une paire de traîneaux avec une équipe de mitrailleurs. Jusqu'à 20 fantassins supplémentaires à Skis. Les aéroglisseurs ont servi sur plusieurs fronts. Bataille de Stalingrad, défense de Moscou, route du lac Ladoga, etc. Au début de l'année 42, l'armée hitlérienne s'est retirée des abords de Moscou grâce à la résistance acharnée de l'armée soviétique et, en particulier, de la 16e armée commandée par Konstantin Konstantinovitch Rokossovski. Les aéroglisseurs ont joué un rôle clé dans la défense de Moscou, avec plus de 20 bataillons de transport créés dans la 16e armée. Rokossovski mentionnait souvent cette technique dans son livre « Le devoir du soldat ». Les aéroglisseurs inspiraient la terreur chez les hitlériens durant l'hiver 41-42. Avec une épaisseur de neige d'environ 1 mètre, alors que même les chars devenaient maladroits, les attaques des bataillons d'aéroglisseurs étaient sans fulgurantes et accompagnées du rugissement des hélices. Au départ, le commandement allemand, faute de renseignements, croyait à un nouveau blindé secret de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Plus tard, lors des combats, les Allemands capturèrent plusieurs aéroglisseurs soviétiques et les utilisèrent à leur profit. Les Allemands utilisaient aussi, mais beaucoup moins, des traîneaux motorisés finlandais au combat et essayaient d'en fabriquer. La Tatra V855, créée en 1942, en est un exemple. Cependant, cela n'a pas dépassé le prototype. Nous détaillerons les aéroskis finlandais et allemands au prochain chapitre et consacrerons un chapitre distinct aux aéroglisseurs soviétiques après 1945. D'après la partie du récit que nous avons déjà vue, on pourrait avoir l'impression qu'à l'étranger, on n'accordait pas beaucoup d'attention aux constructions avec des skis, un moteur et une hélice. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Dans le 3e chapitre, nous avons examiné les aéroglisseurs originaires des pays européens. Et nous nous sommes arrêtés à l'époque de la Première Guerre mondiale. Cependant, la Première Guerre mondiale n'a pas été une sorte de pierre angulaire après laquelle le développement et la construction des aéroglisseurs se sont arrêtés. Divers événements de cette période ont justement remis les choses à leur place. Et après la guerre, le développement des aéroglisseurs a été principalement entrepris par les États dont tout ou partie du territoire est recouvert de neige pendant une longue période. Parmi ceux-ci, il convient de mentionner la Finlande, le Canada, les États-Unis et quelques autres pays. Les aéroglisseurs étaient construits en Finlande depuis la fin des années 1910, d'abord artisanalement, puis à la grande usine aéronautique Valtion Lentokonetekdas. Arva Tervasma, employé de l'armée de l'air finlandaise, en était le concepteur. Jusqu'en 1935, il portait le nom de famille Tenlenius. Il a créé tous les aéroglisseurs finlandais de la Seconde Guerre mondiale. Et oui, sur de nombreuses photos, j'ai dû masquer le symbole solaire du Troisième Reich pour éviter que YouTube ne bloque la vidéo. Les premiers aéroglisseurs finlandais datent de la première année d'indépendance du pays. Un prototype de petit aéroglisseur fut construit à l'aérodrome de Santa Amina en 1919. La même année, Acer Järvinen a conçu ses propres traîneaux. C'était une grande et lourde construction à 3 skis, pouvant accueillir 15 personnes. Les traîneaux étaient équipés d'un moteur d'une puissance de 150 chevaux. Après la guerre civile en Finlande en 1920, le Jäger finlandais Arva Tenlenius a rejoint l'armée de l'air, plein d'espoir de devenir un pilote d'élite. Cependant, un incident dans l'atelier d'aviation allait anéantir son rêve. Un éclat de métal a atteint l'œil de Tenlenius. Cela a fortement altéré sa vue, l'obligeant à abandonner tout vol futur. En 1921, il est transféré à Santa Camina où il fait la connaissance des aéroglisseurs de Järvinen. Arva a été tellement impressionné qu'il s'est lancé dans la conception de ses propres modèles. Les premiers motoneiges qu'Arva a conçus étaient à 3 skis, et tout comme le modèle de Järvinen. Mais les modèles suivants qu'il a construits étaient prêts à 4 skis. La première utilisation d'aéroglisseurs par des explorateurs polaires remonte à l'expédition d'Alfred Wegener en 1930-31. En 1900,
11 Douglas Mawson avait déjà employé un tracteur aérien lors de son expédition, mais c'était par nécessité après l'endommagement d'un avion Vickers. Revenons à Wegener. Le météorologue et géophysicien allemand, alors voyageur chevronné, avait déjà 50 ans dans... D'ailleurs, c'est ce même Wegener qui a élaboré la théorie de la dérive des continents. Alfred est parti étudier la calotte glaciaire du Groenland et a emporté avec lui lors de cette expédition 2 aérosanies finlandais conçus par Arvo Tervasma. Les traîneaux ont été testés en Finlande avant l'expédition et ont donné entière satisfaction. Cependant, une fois sur place au Groenland, il s'est avéré que cet appareil remarquable ne pouvait absolument pas avancer sur la neige poudreuse. Soit la puissance du moteur n'était pas suffisante, soit le problème venait des skis en bois massif, et très probablement des deux à la fois. De plus, il fallait grimper sur la calotte glaciaire. Pour cela, l'aérosane a été hissé sur les pentes glacées abruptes. Finalement, la motoneige n'a pas été très performante. Les vivres et l'équipement ont été transportés en urgence à la station Highsmith, à 400 km en traîneau à chien. À la fin de l'expédition de 1931, l'aérosan fut laissé au bord de la calotte glaciaire et ses moteurs ramenés en Allemagne. Arva Tervasma concevait des traîneaux pour les armées finlandaises et allemandes. Au début de la guerre d'hiver et de la Seconde Guerre mondiale, les traîneaux à ski motorisés avaient déjà beaucoup évolué. Ces traîneaux ont été largement utilisés pendant la guerre pour le transport hivernal entre la Finlande et la Norvège et pour la patrouille des frontières finlandaises. Après avoir quitté définitivement l'armée de l'air en 1946, Arva a travaillé comme directeur technique à l'usine de munitions de Kuopio jusqu'en 1949, date à laquelle il a été nommé directeur général, poste qu'il a occupé jusqu'à sa retraite en 1956. Durant le hiver 1941-1942, les Allemands ont affronté au combat les aéroglisseurs soviétiques. Il aurait été tout à fait logique pour la Wehrmacht de disposer également d'un certain nombre de véhicules capables de traverser la neige profonde. Cependant, à l'été 1941, l'industrie allemande ne produisait pas d'aéroglisseurs. Des modèles finlandais étaient proposés en alternative, mais en nombre limité. Les hitlériens utilisaient, si possible, des traîneaux à moteur soviétique capturés. Durant l'hiver 41-42, la Wehrmacht a adressé à l'industrie des exigences pour créer un véhicule de transport adapté aux opérations dans la terrible Russie enneigée. La commande n'était pas très prioritaire, ce qui la rendait peu rentable. Peu de volontaires se sont manifestés pour la réaliser. Jusqu'à l'étape des essais pour l'hiver suivant, un seul prototype était prêt, la Tatra V855 tchèque. Leur véhicule était conçu avec le sérieux européen. Les Tchèques méticuleux ont pris en compte tous les souhaits des militaires, ils ont tout prévu, y compris une transmission spéciale. Voici ce rouleau abaissable à l'arrière, c'est celui-là. Ce rouleau a été prévu pour un déplacement silencieux, et il pouvait également servir de frein ou, au contraire, aider la structure à gravir des pentes assez raides. Ils ont créé une machine vraiment remarquable, mais en prévoyant tout, les ingénieurs ont oublié un mot important, l'argent. Le résultat de leurs efforts s'est avéré très complexe et coûteux. En testant la machine, la Wehrmacht émettait des précisions et des souhaits. L'hiver 42-43 s'est terminé. Pendant l'hiver 43-44, les Allemands n'avaient même plus le temps pour les aéroglisseurs, la guerre s'étant déplacée dans des régions avec peu de neige. Seuls 2 exemplaires de la Tatra V855 ont été produits. Une autre tentative, plus réussie, des Allemands de construire un aéroglisseur fut la conception appelée Max Henschel. Pour base, on a utilisé les aéroglisseurs soviétiques capturés à 3 patins NKL-16 du modèle 37. Les principaux éléments, suspension, patins, freins, ont été copiés sur les traîneaux soviétiques, tout comme la forme de la carrosserie. Plusieurs dizaines de Max Henschel ont été produits. Ces traîneaux avaient un moteur de 110 chevaux et étaient armés d'une mitrailleuse de calibre 7,62 avec 1500 cartouches. Les Allemands ont ainsi cessé de construire des aéroglisseurs. La Suède a aussi tenté de fabriquer des traîneaux de combat pendant la Seconde Guerre mondiale. La construction blindée Slayenden était difficile à manœuvrer et le projet n'a pas dépassé le prototype. Dans les territoires enneigés du continent nord-américain, la première moitié du XXe siècle a offert des conditions favorables à la création d'aéroglisseurs. L'aviation aux États-Unis et au Canada se développait activement, et de nombreux ingénieurs et passionnés travaillaient à la création de machines capables de se déplacer efficacement sur des terrains enneigés. L'un des premiers aéroglisseurs connus au Canada a été construit par Joseph Armand Bombardier. Oui, ce même Bombardier qui,
en 1959, a créé le concept de la motoneige légère. Cependant, bien avant cela, en 1922, Joseph Armand a sorti de son atelier des aéroglisseurs primitifs. D'ailleurs, à ce moment-là, Bombardier était encore très jeune, il avait 15 ans. Pour cette invention, Joseph s'est fait sévèrement réprimander par son père, qui craignait que l'hélice ne coupe les mains ou la tête de son fils et de ses amis. Bombardier a poursuivi ses efforts pour créer des véhicules pour la neige, sans revenir aux aéroglisseurs. Il existait de nombreuses variantes de modèles Snowplane. C'est l'un des noms donnés aux aéroglisseurs dans le monde anglophone du continent nord-américain. Le principal fabricant d'aéroglisseurs au Canada était Carl Lorsch. L'ingéniosité du jeune mécanicien de la province de Saskatchewan l'a rendu célèbre dans toutes les provinces du Canada, dans le nord des États-Unis et même dans l'Union soviétique lointaine. En bricolant dans son atelier, Carl s'inspirait d'idées proches de celles de Bombardier. À cette époque, il y avait peu de routes au Canada qui étaient dirigées par des chasse-neige pendant l'hiver. Sa première tentative de créer un véhicule pour la neige a eu lieu vers 1928. Il a modifié une Ford Model T en réduisant la largeur de la voie à celle d'un traîneau et en raccourcissant l'empattement. Il a monté des skis à l'avant et ajouté chaînes et plaques sur les roues arrière pour mieux adhérer à la surface. La voiture remplissait ses fonctions, mais cela ne suffisait pas à Lorcha. Un jour, Carl, alors qu'il se trouvait près de l'aérodrome, a vu un petit avion équipé de skis atterrir, puis continuer à rouler sur des pistes supplémentaires jusqu'au hangar. C'est ainsi qu'il a eu l'idée de créer un aéroglisseur. En 1929, Carl a construit un engin à 3 skis avec un moteur Ford et a régulièrement modifié et amélioré sa conception lors des essais. Au cours des années suivantes, seuls des moteurs d'aviation ont été utilisés. La largeur de la voie Yachon des aéroglisseurs a été standardisée et correspondait à la trace laissée par les traîneaux traditionnels tirés par des chevaux. Conduire un aéroglisseur sur une piste damée procurait des sensations indescriptibles. Il n'était même pas nécessaire de diriger les skis ou de tourner le volant, car la trace menait directement l'aéroglisseur à destination. Par exemple, à l'épicerie, pour acheter du whisky. À mesure que la renommée du Snowplane de Lorsch grandissait, des demandes arrivaient de partout. Les aéroglisseurs étaient vendus à différents services de la Saskatchewan et du Manitoba, ainsi qu'à des médecins, bureaux de poste, secours, gardes-chasse, forestiers, géologues, etc. Et aussi à de nombreux particuliers partout au Canada et dans le nord des États-Unis. La production des motoneiges Lorsch a cessé en 1955. À cette époque, l'entreprise en avait fabriqué plus de 600 exemplaires. La raison en était le développement de la technologie de déneigement et l'augmentation de son nombre. Les routes canadiennes sont désormais praticables en hiver, rendant inutiles les véhicules tout-terrain. La contribution apportée par Lorsch Snowplanes à la vie de centaines d'habitants d'Amérique du Nord est impressionnante. Des personnes de différentes professions ont pu accomplir leur travail beaucoup plus rapidement grâce à cette technologie. Le destin des aéroglisseurs de Robert Fadge rappelle celui de Lorsch. Fadge a construit sa première berline des neiges en 1929, puis a produit des aéroglisseurs pour la vente 3 ans plus tard. Entre 1932 et 1956, environ 400 aéroglisseurs ont été construits dans la ville de Moosomin, dans la province de Saskatchewan, qui, tout comme les modèles de Lorsch et Bombardier, étaient utilisés aussi bien par différents services que par des particuliers. Les Américains, voisins des Canadiens, tentaient de suivre le rythme car de nombreux États du Nord connaissent aussi de longs hivers neigeux. Ici aussi, de nombreux ingénieurs ont eu l'idée de construire des aéroglisseurs. Certains ont même réussi à lancer la production de ces engins, même si ce n'était qu'en très petite série. Des variantes de véhicules à neige sont apparues aux États-Unis dès les années 1920 et les premiers aéroskis datent des années 1930. Ce fait est confirmé par ces vieilles images, où l'on observe une construction à 3 skis assez primitive qui était utilisée dans les années 1930 pour le transport du courrier. En 1949, William Chalmers a présenté une aérosonde très intéressante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Chalmers était pilote. De retour de la guerre dans son état natal du Colorado, il s'est lancé dans la construction d'un véhicule capable de se déplacer sur la neige et sur l'eau. Le résultat de ses efforts, en 1949, fut un aéroglisseur appelé Christie. La construction avait un châssis tubulaire, un moteur d'avion à 4 cylindres opposés et 3 skis. À première vue, rien d'inhabituel. Mais ce snowplane avait une particularité intéressante qui le rendait unique.
La construction de Chalmers possédait la fonction ski-action, qui permettait de transférer le poids en relevant ou en abaissant les skis arrière. Cette fonction permettait à l'aérosane d'effectuer des virages rapides et de franchir les pentes en diagonale. Le brevet pour la conception ski-action a été déposé en 1949 et délivré en janvier 1955. Sur l'eau, les skis étaient remplacés par des flotteurs. Chalmers a fabriqué 7 luges Christie, puis, fin des années 50, il s'est consacré au développement de divers véhicules tout-terrain à chenilles. Dans les années 50, la société Durango Colorado produisait également des aéroglisseurs. Leland McCracken a construit chez lui, à Jackson Hole, environ 15 aéroglisseurs de sa propre conception. Cette technique était utilisée notamment dans certains parcs nationaux, comme Yellowstone ou Grand Teton. Cependant, en décembre 2000, ils ont été interdits pour des raisons écologiques, plus précisément à cause du bruit élevé de l'hélice. Et voici pour finir une photo d'un aéroglisseur islandais construit en 1952. En conclusion, je souligne que de nombreux passionnés et petits groupes au Canada, peut-être aux États-Unis et en Scandinavie, se sont investis dans la création de véhicules pour la neige, s'inspirant de Lorch, Bombardier, Tervasmaa et d'autres ingénieurs renommés. Ils avèrent tous le même objectif, se faciliter la vie pendant le long hiver enneigé. Le milieu du XXe siècle sera une période charnière pour cette catégorie de machines. Après les années 50, le nombre de développements d'aéroskis diminue nettement, tant en Occident qu'en Union des républiques socialistes soviétiques. Il y avait plusieurs raisons à cela, allant du fait qu'au Canada, le déneigement des routes est devenu beaucoup plus efficace et à grande échelle, jusqu'à la concurrence d'autres véhicules conçus pour se déplacer sur la neige. Il est important de comprendre que toute technologie se développe dans un certain environnement. Parallèlement aux aéroglisseurs, différents types de véhicules à chenilles, motoneige, motonart, toboggan, etc. se sont également développés. Avec un système de motion sur neige. Chacun de ces types de machines avait à la fois ses avantages et ses inconvénients. Il faut admettre qu'avec l'arrivée de motoneiges légères, puissantes et économiques dans les années 60, les aéroglisseurs ont disparu. Revenons en Union soviétique. Nous nous sommes arrêtés au moment de la Grande Guerre patriotique. Après la guerre, la plupart des aéroglisseurs de transport ont été réaffectés à l'économie nationale. Une part importante des NKL-26 et NKL-16 a été transférée au ministère des Communications de la République socialiste fédérative soviétique de Russie. Ils assuraient donc la livraison du courrier sur des lignes régulières le long des rivières Amour, Lena, Ob, Dvina septentrionale, Petchora et d'autres. Vers le milieu des années 50, la question du remplacement de ces aéroglisseurs s'est posée. Après de nombreuses années d'exploitation continue, leurs composants et ensembles étaient fortement usés. Le pays des soviets avait besoin de nouvelles conceptions. Le développement a été confié à plusieurs bureaux d'études, dont l'un était le bureau d'études Kamov. À la fin des années 1950, les aéroglisseurs Sever II, basés sur la carrosserie de la Pobieda, furent développés et produits dès 1959 à l'usine aéronautique Progress. Arseniev dans le Kraï du Primorié. Une construction assez intéressante. La carrosserie de la voiture Pobieda était montée sur 4 skis. Pour le moteur, il était initialement prévu d'utiliser le M11F de 160 chevaux, mais Kamov a insisté pour un moteur plus puissant, l'AI 14R de 260 chevaux. Sa puissance suffisait pour déplacer l'aérosand de 2 tonnes 400 sur la neige vierge à une vitesse maximale de 60 km/h. En 1959, une centaine de traîneaux Sever II furent produits. Leur kilométrage annuel moyen sur les itinéraires postaux était de 12 à 15 000 km soit. La machine était utilisée en Sibérie, en Extrême-Orient et au Kazakhstan. Le retour de la Pobieda sur ski, après une longue pause dans la fabrication d'aérosands, a été un événement réjouissant. Cependant, la conception était assez controversée, car utiliser la carrosserie d'une voiture de tourisme pour un aéroglisseur est, dès le départ, une mauvaise idée. En fait, la carrosserie d'une voiture n'est pas conçue pour supporter les charges auxquelles sont soumises les traîneaux motorisés. Selon les statistiques, les charges exercées sur le fuselage d'un aéroglisseur dépassent d'environ 5 fois celles subies par la carrosserie d'une voiture de tourisme typique circulant sur une route solide. Le projet s'est avéré être un échec et, au milieu des années 60, tous les Sever II ont été retirés du service après plusieurs incidents, qui, heureusement, n'ont pas entraîné de pertes humaines.
Les concepteurs ont conclu qu'au prochain projet, il y aurait peu de liberté et d'expérimentation. Il faut suivre la voie éprouvée de l'aviation. Les aéroglisseurs K-30 sont apparus, nommés selon le principe des hélicoptères du bureau Kamov. On pense que le K-30 est un minibus remorqueur auto-chenille de voirie monté sur des skis. Mais ce n'est pas vrai. La carrosserie du K-30 ressemblait à celle de nombreux fourgons de cette époque, mais elle était fabriquée selon une technologie complètement différente. Elle était composée de feuilles de duralumine rivetées comme le fuselage des avions et hélicoptères, et non de panneaux d'acier soudés. Seule la direction et quelques petites pièces ont été empruntées à la construction automobile. On utilisait le même moteur AI-14R de 260 chevaux que sur le modèle Sever 2 les K-30 pouvaient atteindre une vitesse de 100 km/h. Les aéroglisseurs pouvaient transporter 600 kg de marchandises ou 8 personnes. Le développement et la fabrication du premier prototype du K-30 ont été achevés en décembre 1961. Il a été décidé de créer un petit lot pour divers essais. Un an plus tard, en décembre, 62 6 exemplaires étaient rares. Une machine a été immédiatement envoyée pour des essais de résistance et expédiée à Komsomolsk sur l'Amour, 2 autres à Yakoutsk. 2 ans plus tard, fin 1964, l'usine Progress avait produit 28 aéroglisseurs K-30 à la conception améliorée grâce aux essais. De 66 à 79 inclus, les K-30 ont été produits en série à raison de 25 à 35 exemplaires par an. Environ 350 à 400 exemplaires ont été produits au total. On a calculé que sur les itinéraires locaux du Nord, longs de 60 à 86 km, il était bien plus pratique d'utiliser le K-30 que l'hélicoptère Mi-4. Avec la même capacité de 8 à 10 personnes, le trajet coûtait bien moins cher qu'en vol. De plus, les aéroglisseurs circulaient dans des conditions météorologiques bien plus difficiles que l'hélicoptère. Le bureau d'études Kamov utilisait aussi activement son produit l'été. En remplaçant les skis par des flotteurs, le K-30 devenait un bus fluvial. Les nouveaux aéroglisseurs conçus par le bureau d'études Tupolev étaient tout aussi remarquables. En 1957, l'ingénieur talentueux Gleb Mokotkin a rejoint Tupolev. À cette époque, il y avait 2 types d'appareils non volants à hélice: les aéroglisseurs et les hydroglisseurs. Les aéro-autos, déjà totalement impratiques, avaient été abandonnés depuis longtemps. En Union des républiques socialistes soviétiques, comme dans le reste du monde, il y a eu des tentatives de monter des aéroglisseurs sur des flotteurs, mais ce concept présentait un certain nombre d'inconvénients. L'un d'eux était la nécessité de perdre du temps et de l'énergie à remplacer les skis par des flotteurs et inversement. Mokotkin a décidé de créer l'Aerosand Glisser, qui combinerait tous les aspects positifs de ces 2 conceptions. En 1961, il a présenté son projet à Tupolev, qu'il a soutenu. Les essais et calculs ont montré qu'une conception en ski-bateau était la solution optimale à cette tâche complexe. Après une étude approfondie, un schéma d'aérosane amphibie a été créé. En avril 1961, les premiers essais du prototype ont eu lieu sur le réservoir d'Istra près de Moscou. En mai 1962, la machine a été confiée à une division du ministère des Communications pour une exploitation expérimentale. À ce moment, les ingénieurs avaient trouvé un moyen d'améliorer les performances des aéroglisseurs. Un redant a été ajouté au fond du bateau, augmentant considérablement sa vitesse sur l'eau. Dans le même temps, la taille de ce redane influençait peu le comportement des aéroglisseurs sur la neige et ne nécessitait pas son démontage en hiver. À l'été 1964, les plans ont été transmis à l'usine pour une production en série. Et le 14 septembre 1964, les premiers aéroglisseurs amphibies de série, appelés A3, ont été produits. Les aéroglisseurs utilisaient un moteur M14B de 350 chevaux atteignant 80 km/h sur l'eau et 100 km/h sur la neige. Faites attention aux gouvernails verticaux de l'A3. Ils sont partiellement enfoncés dans la neige. L'impact sur la vitesse et la capacité de franchissement est minime, mais les traîneaux freinent efficacement en écartant les gouvernails sur la neige. En janvier 1965, plus de 100 exemplaires de l'A3 étaient déjà en service dans l'économie nationale de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Ils étaient utilisés pour la communication, l'assistance médicale, le transport de passagers et de marchandises, ainsi que pour les opérations de sauvetage dans des conditions hors route. Les aéroglisseurs amphibies A3 servaient au service de recherche et sauvetage des cosmonautes.
Au total, plus de 800 aéroglisseurs A3 ont été produits dans 2 usines à Moscou et à Mukachevo, en Ukraine. Ces véhicules sont restés en service jusqu'à la fin des années 80. Quelques A3 ont aussi été vendus en Hongrie, Finlande et Canada. À la demande de Leonid Ilitch Brejnev, qui avait apprécié l'amphibie A3, des aéroglisseurs de taille et de poids réduits ont été conçus. Seulement 400 kg contre 2100 pour les A3 originaux. L'appareil à 4 places d'empillion était propulsé par un moteur de seulement 35 chevaux, mais il pouvait atteindre une vitesse de 40 à 50 km/h sur la neige. 3 machines de ce type ont été construites. 2 d'entre elles ont été remises à la réserve nationale de chasse de Zavidovo et la 3e a été utilisée sur la base de Dubna à des fins d'essai. En Union des républiques socialistes soviétiques, en plus des modèles de série, de nombreux prototypes et constructions expérimentales d'aéroskis existaient. Sur cette photo, des étudiants de l'Institut d'aviation de Moscou ont construit des aéroglisseurs avec le fuselage d'un hélicoptère expérimental conçu par Yakovlev. Ou encore ceci voici de petits aéroglisseurs appelés ELF, équipés d'un moteur R11IR de RMZ 640 dont la production a été lancée à l'usine Progress à la fin des années 80. Il ne faut en aucun cas négliger le travail de nombreux passionnés et artisans qui, dans leur propre garage, fabriquaient toutes sortes d'aéroskis pour des besoins domestiques et utilitaires. Le mouvement de construction artisanale dans les garages était très développé en Union des républiques socialistes soviétiques, soutenu par de nombreuses publications éducatives et scientifiques et techniques. Comme vous l'avez remarqué, la seconde moitié du XXe siècle en Union des républiques de socialistes soviétiques n'offre pas la même diversité de construction d'aéroskis que les années 20 à 40. Cependant, si l'on regarde d'un autre point de vue, plusieurs modèles fiables ont été fabriqués, produits en quantité suffisante pour répondre aux besoins de l'économie nationale. Dans ce chapitre, je voudrais parler des aéroskis modernes. Au fil du récit, nous avons assisté à la naissance de cette conception, à un vif regain d'intérêt qui a donné naissance à une multitude d'appareils de toutes formes et tailles, et à l'extinction progressive de ce type de transport sous la pression des véhicules tout-terrain concurrents. L'industrie moderne peut offrir aux consommateurs des machines pour tous les goûts, et pratiquement pour toutes les tâches. Et dans la plupart des cas, lorsque les caractéristiques de vitesse et de franchissement sont similaires, les gens choisiront le véhicule qui est moins cher à l'achat, plus simple à utiliser, et qui a un coût au kilomètre parcouru plus faible. Les aéroglisseurs existent et sont produits en série jusqu'à aujourd'hui, et ils sont utilisés précisément là où cela est avantageux et pratique. En réalité, cet équipement vise surtout les services gouvernementaux. La plupart sont utilisés par les services postaux, les ministères des situations d'urgence et de l'intérieur, certains organismes gouvernementaux et les forces armées. Ouvrons notre revue des conceptions modernes de ski et d'hélice avec la Russie héritière de l'Union soviétique. Inutile de préciser qu'à l'époque de la perestroïka, la conception des aéroglisseurs était très limitée. Les premiers aéroglisseurs de la Russie moderne étaient probablement appelés YUKON. Vadim Vailochnikov a eu l'idée de créer un aéroglisseur en 1992. Il a partagé ses réflexions avec ses amis. Ainsi, un groupe d'initiative s'est formé et a créé un modèle fonctionnel en 3 mois. La recherche de financement a débuté. L'idée a séduit l'entreprise YUKON, qui a lancé en série le premier modèle, YUKON 1 dès 1993. Cet aéroglisseur de 200 kg transportait autant et était équipé d'un moteur RMZ de 30 chevaux. Fait intéressant, la coque du YUKON 1 était élastique grâce à des éléments gonflables. En 1996, YUKON, en difficulté financière, a fait faillite. Le groupe d'initiative s'est également dissous, et Vadim Vailochnikov a continué à travailler seul sur ses propres conceptions. Il a expérimenté avec un moteur provenant d'une voiture AK 45 chevaux. Avec un moteur de bateau VIK-HR 30, le développement de l'amphibie A3 par Mokotkin a vite inspiré des imitateurs et d'autres entreprises ont rapidement conçu des appareils similaires. Il s'est avéré plus tard qu'en Floride, ils fabriquaient aussi des machines similaires qui circulent dans les marais locaux, mais peuvent également se déplacer sur l'eau, la neige et la glace. Au bureau d'études Tupolev, vers le milieu des années 1990, ils ont lancé le développement de l'amphibie AES, 2 produites en série seulement récemment.
L'AAES-2 se distingue de l'A3 par une suspension entre coque et carrosserie, offrant une conduite plus confortable et réduisant fortement les charges sur les composants, ce qui prolonge leur durée de vie. Le moteur d'aviation de 350 chevaux de l'A3 a été remplacé par un moteur automobile ZMZ de 150 chevaux plus facile à entretenir. Pour que la baisse de puissance n'affecte pas trop les performances de vitesse du véhicule, l'hélice a été installée à l'intérieur d'un anneau. Cela a permis d'augmenter la poussée de l'AES de 30%. En plus du bureau d'études Tupolev, il existe en Russie plusieurs autres entreprises qui fabriquent des aéroglisseurs. Sous la marque Nerpa, plusieurs modèles d'aéroglisseurs sont produits. Les modèles 550 et 650 sont des traîneaux amphibies, conçus selon la méthode Tupolev. La société patrouille de Saratov fabrique aussi une construction alliant bateaux et traîneaux. Cette technique est utilisée par divers services, pêcheurs, chasseurs et amateurs de ces activités. Ce tétramaran amphibie Arctica est aujourd'hui fabriqué en Finlande. Cette machine a-t-elle été spécialement conçue pour fonctionner dans les conditions extrêmes du Grand Nord Arctique. L'Arctica sert aux géologues, pétroliers, gaziers, au ministère des situations d'urgence et aux gardes-frontières. L'Arctica se distingue des aéroglisseurs, motoneige ou aéroboat par sa capacité unique à franchir les hummocks et sortir de l'eau sur la glace jusqu'à 70 cm de haut. La configuration a deux sections du véhicule, la cabine d'équipage séparée et le compartiment moteur, ainsi que le système indépendant de flotteurs-pontons, offrent une stabilité supplémentaire lors des déplacements sur terrain accidenté. La coque est fabriquée en plastique renforcé. Le groupe motopropulseur est équipé d'un moteur diesel Steyr d'une puissance de 250 chevaux. Aux États-Unis, de nombreuses machines à chenilles sont utilisées pour les véhicules tout-terrain. Et dans les États chauds, comme la Floride ou la Louisiane, divers aéroglisseurs et hydroglisseurs sont largement répandus. Je n'exclus pas l'existence d'aéroskis et d'amphibies à usage militaire. Une équipe de 10 personnes a établi un record moderne sur des aéroskis à 3 patins en traversant le dôme de glace de l'Antarctique. Cela s'est produit en 2010. Les aéroskis étaient accompagnés de plusieurs véhicules tout-terrain à roues. La distance de 1946 km a été parcourue en 303 heures. Sur cette vidéo, nous assistons probablement aux essais de ces aéroskis, mais pas en Antarctique. On peut voir des arbres. L'appareil possède aussi un moteur opposé BMW. Actuellement, il existe de petits fabricants d'aéroskis en Finlande, au Canada, en Norvège et en Suisse. L'invention de Sergei Nejdanovski, essentielle pour les grandes plaines enneigées, perdure. Les amis, dans ce grand reportage, nous avons examiné en détail les aéroskis. Certaines sont de leurs caractéristiques techniques, l'histoire de cette catégorie de machines, des modèles intéressants, ainsi que divers faits concernant l'utilisation de ces engins. C'est bien que je n'en ai pas parlé en détail dans l'épisode sur les motoneiges. Je ne prétends pas à une exactitude absolue, et il est possible que j'ai pu omettre quelque chose au cours du récit ou commettre une erreur. S'il y a des corrections ou des ajouts à faire, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Cependant, je pense que le contenu s'est avéré riche et assez intéressant. À vous de décider s'il mérite d'être regardé ou non. Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à montrer votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Recommandez cette vidéo à vos amis intéressés par la technique. Et un commentaire sous cette vidéo ne ferait pas de mal non plus pour le référencement. Et si vous souhaitez soutenir mon travail financièrement, les coordonnées sont dans la description de la vidéo. Comme toujours, c'était la chaîne Crasmoto avec vous. Un grand merci pour votre visionnage et le temps que vous y avez consacré. D'ailleurs, voici des suggestions pour des vidéos sur les motoneiges et les véhicules à vis sans fin qui viennent d'apparaître. Pour ceux qui ne les ont pas vus, je vous les recommande vivement. À bientôt.